Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va refaire une vidéo un petit peu réponse à vos questions, ce que je vois souvent tourner dans les commentaires, donc n'hésitez pas à en faire et justement ça peut donner lieu à une vidéo explicative. Donc l'idée ici, ça va être pareil du sentiment de marché. Souvent vous me dites, ok Julien, tu parles souvent dans tes vidéos de sentiment de marché, de psychologie des foules, d'avis contrariens, donc c'est-à-dire aller un petit peu contre la foule. Et donc en gros, comment tu sens, comment tu arrives à percevoir que peut-être le marché est sur un point pivot, que ce soit un retournement haussier ou un retournement baissier. Bien entendu, première chose que je réponds, c'est qu'on n'est pas là pour anticiper. On va prendre la phrase qu'a dite Peter Lynch, que bien plus d'argent a été perdu sur les marchés financiers en essayant d'anticiper la correction plutôt que dans les corrections baissières en elles-mêmes. Donc on n'est pas là pour anticiper. Et si vous regardez la plupart des analystes, la plupart des journaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils anticipent. Pourquoi? Parce que leur but et leur clientèle, justement, c'est essayer d'attirer votre attention. Donc c'est pour ça que la plupart d'entre eux seront baissiers, puisque en général, quand on vous fait peur, ça attire beaucoup plus votre clic, beaucoup plus votre attention. Et une majorité également sortira un petit peu des idées qui sont très brutes et qui vont chercher très très loin et qui sont justement très brutes de décoffrage, très franches. Là aussi, c'est pour vous attirer. Et le but, en fait, c'est tout simplement d'avoir raison une fois. Parce que si on regarde la plupart, si on regarde Roubini, si on regarde également tous les experts français, etc., qui vous expliquent depuis 10 ans, 15 ans qu'on est en effet au bord du crack boursier, du crack financier, bon, un jour ou l'autre, ils auront raison. Et on voit que Roubini, il a eu raison une fois et il continue à surfer là-dessus. Donc on comprend bien qu'il y a des carrières qui peuvent se forger uniquement justement sur une idée et une prévision. Et après, c'est pas grave, vous pouvez vous planter pendant 10 ans d'affilée et on voit que ça change rien, vous êtes toujours considéré comme expert. Donc on voit en effet le ratio gain-risque, il est bien là. Aujourd'hui, si vous dites en fait que ce que tout le monde dit, personne va vous remarquer. Si vous dites quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire, là, on va vous remarquer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de regarder, en premier lieu, pour savoir un petit peu où on est au niveau du sentiment de marché, puisque je considère que le marché, ce n'est pas une sous-valorisation ou une survalorisation. Je considère que le marché peut être survalorisé bien plus longtemps que vous ne le pensez, donc vous allez vendre trop tôt en règle générale et le marché va continuer de se survaloriser, et en règle générale c'est là où les meilleures hausses et les hausses les plus fortes se font et donc vous avez un gros manque à gagner. Et à contrario, quand le marché baisse, il peut être, et vous allez croire que c'est une opportunité d'achat, il peut rester sous-valorisé bien plus longtemps que vous le croyez. Et honnêtement, ça fait 2 ans que je vois des petites capes, des très bons dossiers fondamentaux qui se payent vraiment pas cher, mais qui sont restés au ras des pâquerettes ces 2 dernières années et qui se réveillent seulement maintenant. Et seulement maintenant, tout le monde, après que ces dossiers aient pris 30, 40, 50%, tout le monde va vous expliquer que c'est des bons dossiers, qu'il y a une base fondamentale, etc. Ce qui était vrai il y a 1 an, il y a 2 ans, c'était exactement la même chose, mais pour autant, ces dossiers-là n'arrivaient pas à décoller. Donc ça aussi, il faut bien savoir faire la part des choses également sur un aspect timing. Et pour moi, ça, c'est très important. Et c'est la même chose que quand vous avez un ancien bon dossier qui a été adoré, aimé par toute la cote, commence à baisser, tout le monde va vous expliquer que c'est une opportunité d'achat, jusqu'à ce qu'il continue à baisser et qu'il finisse par être mal aimé. Et plus tard, on redécouvrira le marché. Donc vous avez cette fluctuation, cette psychologie des foules qui est là en permanence. Donc ce que je regarde, en règle générale, très rapidement, c'est juste en gros, les différents sites financiers. Leur but, c'est d'attirer votre clic, etc. Donc, ce que je regarde, par exemple, on peut regarder Investing, mais il y en a d'autres, bien entendu, mais vous regardez un petit peu ce que les analystes proposent. En règle générale, soit ils vous proposent une grosse anticipation bien sèche, et donc une grosse prévision, en effet, et là, ils ont une grosse majorité de risques de se planter, mais c'est pas grave. Une fois qu'ils auront eu raison, ils martelleront comme quoi ils ont eu raison, et tout le monde oubliera qu'ils ont eu tort pendant 10 ans. Mais sinon, ils arrivent souvent après la bataille. Donc moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est dans mon approche, c'est d'anticiper juste avant que les analystes, les suiveurs de tendance et toutes ces personnes-là se mettent à s'intéresser à des dossiers. En règle générale, quand vous avez déjà un effet momentum, quand vous avez déjà eu une hausse préalable. Donc en gros,
Quand on va vous parler des ETF pour acheter de la cybersécurité, quand on va vous parler de dire tiens, il faut investir dans la 5G, tiens, il faut investir dans les renouvelables, etc. C'est très bien, il y a potentiellement encore du potentiel, etc. Mais ça veut dire que quand même l'essentiel de la hausse et du départ a déjà été effectué. Et ça, moi, j'en ai besoin. C'est-à-dire, quand j'investis dans des dossiers, j'investis également avec la vision de me dire à partir de quel moment je passe dans le hype et je passe dans le mainstream, et ces dossiers-là vont être derrière supportés, les flux acheteurs vont être supportés par tous les analystes qui vont proposer l'action, par tous les gérants également qui vont finir par entrer parce qu'ils ont suffisamment de volume dorénavant pour entrer, et derrière par les particuliers qui seront attirés par les différents analystes, prévisionnistes et articles à droite et à gauche. Et ça, c'est comme ça que vous créez la hausse exponentielle qui est derrière le dernier bout, mais le plus lucratif, lorsque vous avez une hausse derrière qui a été construite. Et moi, mon intérêt et la stratégie du moins de risque, c'est justement petit à petit de rentrer dans des positions qui sont en train de se construire. Et donc, on a une petite phase d'anticipation sur ce point-là. Et donc, je me sers là-dessus. Il y a un autre site que j'adore aux US, parce que c'est toujours la même chose, c'est MarketWatch. Et MarketWatch, quand vous lisez, c'est toujours des titres assez bruts, là aussi, c'est pour vous faire cliquer. Donc c'est soit, en gros, on va tous mourir, soit, regardez, ce mec, il avait prévu que le marché allait monter, et il vous fait une nouvelle prévision maintenant. Donc, c'est toujours la même chose. En gros, plus il y a d'articles baissiers sur ces journaux-là, que c'est la fin du monde, et plus je m'intéresse à acheter, et plus il y a des articles justement qui vous expliquent que c'est génial, que c'est le meilleur marché du monde, qu'on peut gagner facilement, et plus je commence à me méfier. Donc c'est comme ça aussi que je capte mon sentiment de marché, c'est quand ça devient trop populaire en fait, et que donc on retrouve pas mal de monde. Seeking Alpha, c'est un autre site américain que j'aime bien, les analyses sont un peu plus approfondies quand même que juste du CNBC et du MarketWatch. Pour autant, là aussi, vous avez quand même des opinions qui sont assez brutes, assez sèches, donc là aussi, ce que l'on essaye en fait, pour moi, c'est que j'analyse la tendance en fait où tous les articles commencent à se ressembler. Soit tous les articles commencent à être haussiers, là je me méfie, soit tous les articles sont vraiment baissiers, et là également, c'est là où ça va m'intéresser. Donc après vous avez Business Insider, là c'est plus généralisé, mais c'est la même chose également, là aussi quand on part sur les analyses actions, c'est très tranché, et vous avez le best of the best, c'est CNBC en général, mais ça se recoupe pas mal avec les autres. Et donc du coup, vous allez voir circuler ce qu'on appelle des indicateurs de sentiment de marché. Et donc ici, c'est le Fear and Greed de CNN. Donc c'est celui qui est le plus partagé. C'est celui que j'apprécie le moins. Pourquoi? Parce qu'il est assez volatile dans sa description. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes en extrême peur, logiquement en mode contrarien, l'indicateur est censé vous dire d'acheter. Bien entendu, c'est pas ce qu'il faut faire, parce que cet indicateur peut rester en mode peur bien plus longtemps que vous allez pouvoir rester solvable. Donc on n'est absolument pas dans l'anticipation, et pour moi, tous ces indicateurs de sentiment, de toute manière, ils valent pas grand chose, et il faut beaucoup s'en méfier. C'est un indicateur comme un autre, mais il ne faut pas uniquement se baser là-dessus. Et quand on arrive dans l'extreme greed, donc en gros le surachat entre guillemets, c'est là où on est en train de se dire il faudrait se méfier. Mais là aussi, vous pouvez rester en extreme greed pendant très longtemps. Et donc si vous attendez juste que cet indicateur-là soit en extreme greed pour vendre, vous allez vendre la plupart du temps bien trop tôt. Donc rappelez-vous l'effet momentum. Vous pouvez rester dans du surachat bien plus longtemps, et il y a beaucoup de personnes qui utilisent des indicateurs de survente et de surachat et qui les utilisent très mal justement parce qu'on peut rester en survente beaucoup plus longtemps et en surachat beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit, et c'est ça qui va créer les dommages. Ensuite, le Fear and Greed Index, le bémol que je lui mets, c'est la façon dont il est calculé. D'une manière générale, la plupart des gens regardent les sentiments de marché ou regardent les indicateurs, mais ne regardent jamais comment c'est calculé. C'est de la même manière avec des indicateurs d'analyse technique. Ils se disent « Ah super, c'est génial, ça fonctionne, etc. » Mais ils ne regardent pas à l'intérieur de la machine comment c'est calculé. Et ils comprendraient à ce moment-là pourquoi certaines choses fonctionnent, parce que très souvent, il y a des indicateurs qui sont vus comme magiques, qui fonctionnent, mais pourquoi? Potentiellement parce que l'indicateur est bon, mais parce qu'il prend des calculs d'autres indicateurs qui, eux, sont très très suivis par le marché, et donc il va les réintégrer à cet indicateur-là. Et donc, à partir de ce moment-là, forcément, il fonctionne,
mais parce que surtout d'autres indicateurs fonctionnent. Et c'est comme ça qu'on a toujours cette problématique cause et causalité. Donc, au niveau du Fear and Greed, vous voyez ici la manière dont c'est calculé, et notamment je vais m'attarder sur le put and call option. Donc très souvent, on va vous partager sur Internet et vous dire « Ah, regardez, le ratio de put and call est vraiment défavorable, donc il n'y a plus aucun vendeur. » Donc en gros, plus ça baisse, moins vous avez de vendeurs. Ça peut être des vendeurs en position nette, ou ça peut être des vendeurs de couverture, c'est-à-dire que j'ai 80% de mon portefeuille qui est à l'achat, mais j'ai 20% de mon portefeuille qui est à la vente, parce que ça me fait une sorte de couverture. Et donc c'est ce ratio de pull-call, et on va utiliser des options pour cela. Donc l'idée également, c'est toujours la même chose, c'est de se dire « Ah, mais si le ratio est bas, c'est concrètement un signal baissier. » Je vous laisse regarder ce ratio sur les derniers mois. Il a été bas et à chaque fois on a sorti sur les réseaux sociaux « Ouh là là, faites attention, le ratio put-call il est très très bas, ça veut dire qu'on est en exubérance, ça ne va pas durer longtemps. » Mais regardez à chaque fois, essayez de lier cela et vous verrez que il y a eu des corrections, mais ces corrections ont été très mineures et ont été des opportunités d'achat. Si on s'attarde uniquement sur ces ratios-là, et si on écoute uniquement les personnes qui les utilisent, on est baissier. Et on est baissier depuis 2 ans, voire 3 ans, et on loupe les meilleures opportunités. Donc il ne faut pas justement tirer trop court dans le sens de dire, dès qu'il y a certains indicateurs comme ça qui vous montrent une certaine exubérance, de dire il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Non. Ah, contrairement, il faut faire attention parce que comme vous le voyez, tout ce que ça vous indique ici, c'est tout simplement que c'est un marché qui très certainement est devenu haussier et donc on a acheté tout ce qu'on a pu, puis on n'avait plus de cash, donc on a balargué les couvertures, donc c'est pour ça qu'on a de moins en moins de put également, c'est parce que non seulement on est obligé de se racheter parce que ça monte, donc à un moment donné il faut prendre notre perte, donc on se rachète, mais aussi on rachète nos couvertures puisqu'on manque de cash et qu'on croit qu'on a encore du potentiel haussier. Et après, il y a un autre élément dont je ne vais pas nécessairement parler dans la vidéo, mais c'est également l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment plus de cash, c'est quelle est la proportion du marché également à l'achat qui est en train d'utiliser de l'effet de levier. Et ça, pour moi, c'est celui qu'il faut vraiment regarder parce que quand l'effet de levier commence à devenir bien grand, que vous avez que les acheteurs sur le marché qui sont en effet de levier max, justement, qu'il n'y a plus personne qui a une couverture, c'est là, en règle générale, où il faut commencer à se méfier. Mais encore une fois, ça ne vous donne pas le timing. C'est là le danger de croire que ça vous donne le timing. Potentiellement, vous pouvez être dans une hausse exponentielle et ça peut être très durable. Et c'est très lucratif. Il ne faut pas sortir d'une hausse exponentielle puisque c'est là où on gagne le plus rapidement. Tout ce qu'il faut, c'est garder dans un coin de sa tête qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, qu'il y aura du prorata, qu'il y aura des corrections justement assez fortes et qu'il faudra savoir gérer ses positions et en règle générale sortir en plusieurs fois. Donc je vais vous montrer l'indicateur qui pour moi est le plus intéressant, mais pareil, c'est pas magique, hein. C'est celui de Bank of America, donc c'est le BofA Bull and Bear. Pourquoi je le préfère? Parce que d'une part, il se base essentiellement sur des gérants, donc des enquêtes de gérants, mais surtout pourquoi? Parce qu'il va vous parler également du positionnement des hedge funds et des gérants, et du niveau de liquidité. Pour moi, ce sont 2 éléments qui sont les plus importants, et je vous en parle très souvent, de vous dire... Le marché, à long terme, va suivre l'économie, mais à court terme, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est ma relation offre et demande. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'acheteurs? Même si l'économie est pourrie, je peux potentiellement avoir des gens qui ont énormément de liquidités, qui n'ont nulle part ailleurs où les placer, et qui vont donc investir parce qu'il y a une certaine visibilité de l'avenir, et il y a une croyance que ça va aller mieux. Et ça peut suffire amplement parce que j'ai un paquet de cash. Et parce que j'ai un paquet de cash, et les actions montent. Et parce que les actions montent, d'autres personnes vont dire, moi aussi j'ai un paquet de cash, il faut que j'investisse, il ne faut pas que je loupe ça. Et derrière, on a les gérants qui vont se dire, mais ça y est, les particuliers sont en train de gagner plus que moi, tel gérant, il est en train de gagner plus que moi, il faut que je garde mes clients, dans ma brochure de l'année prochaine, il faudra que j'affiche quand même une bonne perf. Donc je suis obligé de rentrer moi aussi. Je suis obligé, je me force à rentrer. Et peut-être pour rattraper mon retard, je vais prendre de l'effet de levier aussi. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous avez un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et ces dernières années, on a eu un gros déséquilibre, notamment de l'offre d'actions, parce qu'on n'avait pas tant que ça d'introduction, là on en a un petit peu plus,
mais surtout on avait les buybacks, les rachats d'actions. Et les rachats d'actions, tout simplement, on est en train de réduire, puisque la plupart du temps, les entreprises rachètent leurs actions pour les supprimer derrière, donc on réduit en fait le nombre d'actions et les flottants qui sont disponibles. Et donc vous avez un panier de liquidité qui grossit, qui grossit, qui grossit, et un nombre d'actions qui se réduit. Donc à un moment donné, quand on rentre en position, et en plus on a un effet momentum, en règle générale on va concentrer le portefeuille dans les mêmes valeurs, et c'est là aussi où vous avez des dynamiques comme ça haussières qui peuvent se mettre en place et qui peuvent durer bien plus longtemps que vous ne le pensez. Et donc là, c'est ça aussi pour moi qui est important, c'est de regarder dans mon indicateur de marché et de sentiment, c'est de me dire, est-ce que les hedge funds, ils sont placés à l'achat et combien il leur reste de liquidité? Ces derniers mois et même ces dernières années, j'ai notamment sur tous les arguments que c'était la fin du cycle économique, etc., très bien, mais j'ai toujours argué que on avait beaucoup de liquidités, les gens avaient beaucoup de liquidités et ils n'étaient pas vraiment placés, ils étaient plutôt défensifs. Et là, au sortir de la crise du Covid, c'est exactement la même chose. Alors ils auront peut-être tort en effet et on retombera dans une non-visibilité et ils se retireront du marché, bien entendu. Mais en attendant, il y avait beaucoup de liquidités à placer, elles sont en train de se placer et c'est pour ça que j'étais positif ces derniers mois notamment. Et donc c'est ce qui crée également, quand toutes ces liquidités-là commencent à se placer, qu'on sort les couvertures pour placer encore plus, qu'on prend de l'effet de levier éventuellement pour encore rajouter à la caisse, c'est là où petit à petit on construit la hausse exponentielle. Et là actuellement, on ne le voit pas ici, mais les positions sont très haussières de la plupart des gérants, bien entendu. Ils s'accompagnent de mouvements. Et surtout, leur niveau de liquidité a rebaissé. Donc on a un niveau de liquidité aujourd'hui en moyenne qui a rebaissé à 3-4%. Donc ça reste encore, il y a encore un niveau de liquidité, mais on était quand même à des niveaux qui étaient à 7 ou 8% auparavant. Donc ça, c'était quelque chose qui était plutôt positif. Donc là, petit à petit, ça ne nous dit pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais ça nous indique qu'au fur et à mesure, quand on n'a plus de liquidité, qui c'est qui peut encore acheter? C'est la question à se poser. Qui c'est qui peut encore acheter à tel prix quand on n'a plus de liquidité et comment on motive le marché à être encore acheteur à ce niveau-là? Et derrière, quand les effets de levier sont déjà au max, qu'il n'y a plus de couverture, parce que vous avez besoin en règle générale d'une couverture pour continuer à prendre de l'effet de levier. Quand votre niveau de marge commence à se réduire, là aussi, vous commencez à plus avoir de cash. Donc ça aussi, c'est des éléments à prendre et qui sont pour moi de la relation offre et demande. Autre point, on a parlé des rachats d'actions. Ces rachats d'actions, ils ont été stoppés pendant la crise pendant la crise du Covid. Vous avez également pas mal de dividendes qui ont été stoppés. Donc, on a protégé le cash des entreprises en premier lieu. Les gouvernements et les banques centrales ont aidé les entreprises également à se refinancer. La plupart d'entre elles sont blindées de cash. Donc là, tout ce qu'on attend éventuellement, c'est d'avoir à nouveau les autorités qui nous disent banco. Alors ça sera peut-être pas pour la réunion de décembre pour les banques centrales, mais peut-être pour la prochaine. Mais à partir du moment où ça va être banco, tout cet argent-là, c'est des fusions-acquisitions. Tout cet argent-là, c'est à nouveau des rachats d'actions qui vont être faits par les entreprises. Donc c'est à nouveau un flux net acheteurs et de réduction également des flottants et de l'offre d'actions. Donc on voit qu'il y a quand même encore des éléments qui peuvent supporter le marché dans cette relation d'offre et demande. Et pour moi, c'est vraiment ça que je regarde dans un sentiment de marché, c'est quelle est l'offre et la demande. Est-ce qu'il peut y avoir encore un surplus de demande ou une réduction de l'offre? C'est ça qui va faire varier mes prix. Donc voilà, schématiquement un petit peu une overview de ce sentiment de marché, de la manière plutôt dans laquelle je l'approche et de ma manière d'approcher les marchés strictement en relation offre et demande. Je pense que c'est important de réfléchir de cette manière-là. En tout cas, c'est beaucoup moins frustrant que d'essayer d'avoir des avis et des certitudes très tranchées, que ce soit fondamentalement, économiquement parlant et sur le futur encore plus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un like et à la partager si tel est le cas, à me dire ce que vous en pensez et ce que vous surveillez éventuellement en commentaire, à me poser d'autres questions qui peuvent aussi me donner des idées pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente journée les graphes, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Salut les graphes.